sera l'année des réglementations. Et oui, c'est le sujet du jour. NIS2, DORA, l'IA Act, vous savez, qui a été adopté en mars par le Parlement européen, DSA, règlement européen sur les services numériques. Et on va donc aujourd'hui mettre le focus sur les deux règlements qui sont directement consacrés à la cybersécurité, donc la directive NIS2 et DORA pour le secteur financier. Alors, nous avons donc nos deux intervenantes qui vont s'exprimer sur ce sujet, et puis un troisième intervenant que j'annoncerai un peu plus tard. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, depuis ce matin, on parle de la résilience. La résilience est un petit peu le nouveau mot à la mode. Mais avec ma camarade Charlotte, nous allons vous parler tout d'abord en introduction du projet de loi résilience en France qui est en train de s'établir au niveau des instances parlementaires. Donc le projet de résilience a pour objectif de mutualiser 3 textes qui sont la directive NIS2, le règlement DORA et la directive REC, donc sur la résilience des entités critiques. Juste un petit point de précision, NIS2 étant un acronyme anglais signifie Network Information System et DORA, Digital Operational Resilience Act. Donc le projet de loi résilience ayant pour objet de mutualiser donc, ces 3 textes, pour l'heure nous allons uniquement nous concentrer sur la directive NIS2 et le règlement DORA. On n'abordera pas forcément donc, la CER ou REC, notamment parce que c'est principalement sur des périmètres de sécurité physique. Donc là, on est plus sur des sujets de cybersécurité globale. Pourquoi tous ces textes? Alors, déjà, il faut savoir que c'est seulement en 2019 que le règlement à l'Union européenne pose la définition de la cybersécurité. Donc 2019, c'était il y a 5 ans. La cybersécurité, on en parle depuis très longtemps. On a la première définition légale de la cybersécurité en 2019 dans le cadre de la promotion de l'ENISA, qui est l'agence européenne de la sécurité des systèmes d'information. Donc, on voit la cybersécurité arriver dans le panel réglementaire de l'ensemble de l'Union européenne. Un contexte global tout d'abord. Pourquoi tous ces textes? Pourquoi ces nouvelles directives? Pourquoi ce changement? Pourquoi ces nouvelles mesures de sécurité? Déjà, il y a une nécessité dans l'Union européenne de sécuriser l'ensemble des entités qui ont un réel besoin. On voit donc qu'il arrive dans la presse publique la démultiplication des cyberattaques, donc notamment par la supply chain. On a pu le voir il y a quelques années sur des SolarWinds qui peuvent impacter des agences étatiques américaines en passant par la supply chain, donc les fournisseurs. Une fragilisation globale des collectivités en règle générale. On a eu Lille début 2023 qui a dû utiliser le papier crayon pendant quelques temps, qui a dû utiliser le papier crayon pendant quelques semaines. Donc on se rend compte de la difficulté à opérer des collectivités dans ces cadres-là. La NIS2, comme son nom l'indique, c'est le 2e épisode, donc c'est qu'il y a eu NIS 1. On avait un souci d'harmonisation dans les pays de l'Union européenne. À titre d'exemple, en Finlande, on avait 10 897 organismes d'importance vitale, puisque c'est comme ça qu'on les appelait. En France, on en avait 127. L'équilibre était un peu différent. Une faiblesse générale dans la continuité des activités, les entreprises ne sont pas préparées aux cybermenaces, ou peu, ou pas suffisamment. Donc, comme on a pu l'indiquer, hein, c'est bien pas si vous allez être attaqué, mais bien quand est-ce que vous allez être attaqué. Donc, on est plus dans la capacité de résilience, de réaction et de continuité d'activité. Et on voit ensuite dans le panorama un manque de communication globale. Donc là, on a un manque de communication dans les partages de vulnérabilités, dans la gestion des incidents et la façon d'y répondre. Donc, c'est les volontés et ambitions de ces différents textes. Donc, par rapport au contexte qu'on a vu précédemment, les objectifs de la NIS2, c'est déjà de réharmoniser l'ensemble de l'Union européenne par rapport à des critères établis et fixes, d'assurer la protection des entités et notamment leur résilience, leur capacité de réaction, et notamment de prendre en compte, il y a un gros focus sur les enjeux fournisseurs et supply chain,
pour vraiment prendre en compte ce risque. En ce qui concerne DORA, donc le règlement, je suis juste un petit peu déçue de voir qu'il y a très peu de personnes qui se sentent concernées par DORA, mais j'espère qu'à l'issue de la présentation, vous revendiquerez votre appartenance pour ce règlement-là. Donc DORA est un règlement sectoriel de Nice 2, ce qui signifie que Nice 2 est un petit peu le socle et dans les secteurs concernés, bien évidemment, le secteur financier vient. Donc c'est la raison pour laquelle ce règlement a été élaboré. Donc les 3 principaux objectifs de ce règlement, c'est donc d'assurer la sécurité informatique stricto sensu des entités financières, leur permettre le développement et l'utilisation des outils technologiques. Donc on sait que toutes les entités ont tendance à utiliser de plus en plus de services numériques, donc typiquement comme l'intelligence artificielle dont on parlait ce matin, et donc c'est pouvoir leur permettre de continuer à utiliser ces services-là et leurs différents produits en toute sécurité. Et enfin, puisqu'on parle de résilience opérationnelle numérique, l'objectif, c'est de permettre à ces entités qui sont concernées d'être véritablement résilients, donc d'avoir une certaine continuité dans leurs activités, même en cas de perturbations graves. Petite précision sémantique, donc pour essayer de ne pas trop vous endormir, donc c'est juste vous faire la petite distinction entre la directive et le règlement, puisqu'on parle de Nice 2, mais Nice 2 est une directive et DORA est un règlement. Donc de manière sémantiquement parlant, ce n'est pas la même chose. Donc pour les juristes, le comprendront très rapidement. La directive a pour objectif d'harmoniser les législations au niveau européen. Autrement dit, chaque État membre va avoir donc ce texte-là et pourra l'adapter en fonction avec ses propres lois et ses propres exigences. Tandis que le règlement, lui, étant un acte législatif contraignant, lui, il a pour objectif d'uniformiser à l'échelle de l'Union européenne ces réglementations-là. Là où la directive fixe les objectifs à suivre pour les États membres, comme je le disais, le règlement est contraignant, donc ce qui entraîne un effet direct. Donc les obligations contenues dans ce texte-là s'appliqueront dès son entrée en vigueur, là où pour la directive, il faudra, afin qu'elle puisse entrer dans le droit positif, une loi de transposition. Les autorités de contrôle. Donc, qui va contrôler ces différentes... Donc, en ce qui concerne la NIS 2, l'autorité de contrôle, c'est l'ANSSI. On est plutôt simple, c'est eux qui vont proposer les mesures de sécurité à mettre en œuvre pour respecter la loi, et c'est eux qui auront autorité pour les sanctions et tous les joyeusetés de ce genre. Tandis que pour le règlement DORA et donc son application, à l'échelle nationale, aucune autorité n'a encore été définie, puisque en fonction de la typologie de l'entité, donc que ce soit un établissement de crédit, que ce soit une société de gestion, typiquement, l'autorité ne sera pas la même. Pour l'exemple d'un établissement de crédit, on va avoir affaire pour l'heure à l'autorité de contrôle prudentiel de résolution, donc l'ACPR, là où une société de gestion, elle, devra rendre compte à l'autorité des marchés financiers qui lui délivre l'agrément. Seulement, pour le moment, on peut simplement vous dire que les 3 autorités de contrôle à l'échelle européenne, donc ce sont ces 3 autorités de surveillance qui sont l'autorité bancaire européenne, l'autorité des marchés financiers européens et enfin l'autorité européenne des assurances et des retraites professionnelles qui du coup édicteront à l'avenir certaines lignes directrices pour vraiment accompagner ces entités à se mettre en conformité. Le calendrier, donc c'est pour quand? Nice 1, c'était août 2016. Un an et demi plus tard, à peu près, on a la transposition de Nice 1 dans le droit français. Suite à ça, en 2020, en juillet 2020, on a la proposition de la Nice 2, où on se dit, bon, Nice 1 2016, l'informatique a quand même un petit peu changé entre-temps, on va peut-être évoluer aussi un petit peu de notre côté. Donc on a en 2020 une proposition de la Nice 2 pour qu'elle passe le 17 septembre 2022 au journal officiel de l'Union européenne. On va un petit peu dans le futur, on a une transposition en droit national pour la Nice 2 qui est prévue le 18 octobre 2024 et une application où on n'a pas encore les délais. Voilà.
Monsieur Strubel, le directeur de l'ANSSI, annonce une mise en conformité jusqu'à 3 ans. On n'a pas encore, il y aura potentiellement des mesures d'application directe et des mesures qui seront étalées dans le temps. Quant à Dora, pour l'heure, le règlement a été d'abord proposé par la Commission européenne, donc c'était pas indiqué, hein, mais a été proposé en 2020, donc dans le contexte post-Covid, puisque finalement on a vu une augmentation exponentielle des cyberattaques et que ce secteur-là était le 4e secteur le plus impacté par les cyberattaques. Donc après la proposition dès janvier 2023, donc ce règlement est rentré en vigueur. Et pour accompagner au mieux ces entités à se mettre en conformité, les autorités européennes de surveillance, en concertation avec les acteurs concernés directement, proposent du coup d'élaborer donc des RTS et ITS, donc des Regulatory Technical Standards et des Implementing Technical Standards, qui finalement ont pour objectif d'être de véritables moyens de mise en conformité, typiquement approfondir certains points du règlement, comme par exemple comment on va sécuriser les accès physiques, la sécurité au niveau des droits d'accès, au niveau des ressources humaines, et tous ces différents sujets qui seront abordés dans ces textes-là. Donc on a une publication qui est suivant un calendrier bien distingué. En janvier, le premier lot a été publié et d'ici un mois, on devrait avoir le deuxième lot qui devrait rectifier ou bien confirmer certains points déjà abordés dans le premier lot. Et enfin, l'objectif, c'est la mise en conformité d'ici janvier 2025. Les secteurs d'activité. Donc NIS 1, on voyait 6 secteurs d'activité concernés. Donc au titre de NIS 2, donc on aura beaucoup plus de secteurs. Déjà tous ceux qui étaient OIV, organismes d'importance vitale, au titre de NIS 1, seront entités essentielles au vu de NIS 2. Viennent s'ajouter à cela plein de secteurs, plein de critères différents. Et petit focus du coup sur le secteur bancaire et les infrastructures des marchés financiers, puisque donc Dora est la déclinaison dans le secteur bancaire de NIS 2, donc une réglementation particulière pour ce secteur d'activité. Les critères, donc tous les secteurs que vous voyez apparaître ici, qui sont en entité essentielle, mais qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions et moins de 50 employés, seront en entité importante. Il y a quand même une certaine mesure entre chaque mise en œuvre. Et donc, ce qui sera différenciant, ce sera les mesures applicables aux entités importantes, qui seront moins importantes que celles appliquées aux entités essentielles. Donc, les secteurs, on voit bien, c'est tout ce qui peut faire fonctionner un pays en soi. Donc, si votre entité est concernée, c'est qu'elle fait fonctionner aussi notre pays. Donc, voilà. Pour Dora, la liste qu'on a à l'article 2 du règlement, c'est un petit peu une liste à la Prévert, avec notamment des typologies de structures qui sont un petit peu barbares, à part les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les sociétés de gestion, d'investissement, les assurances, les mutuelles. À côté de ça, on a également tout ce qui est prestataire, puisque comme le disait Charlotte au début, avec NIS 2 et donc Dora, c'était une véritable volonté de prendre en compte tous les prestataires de services numériques, donc les services TIC, de la technologie, de l'information, de la communication. Mais sans vous donner toute la liste, on a des entités comme des entreprises de titrisation, enfin vraiment des noms qui peuvent vraiment faire peur, mais finalement quand on connaît son secteur d'activité, il est facilement identifiable. Donc, ça, vous avez certainement déjà l'information. NIS 2, grosse différence avec la NIS 1, c'est qu'on va pouvoir avoir des sanctions. Donc les sanctions sont sur le même schéma que les sanctions appliquées ou applicables au titre du RGPD. On est sur des schémas côté NIS 2, les sanctions pourront être appliquées notamment par l'ANSSI, de différenciant déjà en termes de chiffres entre entités importantes et essentielles. Ensuite, on sera en amende administrative bien sûr. Pour une entité importante, ça peut être 7 millions d'euros ou 1,4% du chiffre d'affaires annuel mondial total, bien sûr en prenant au plus fort.
Et pour les entités essentielles, on sera sur du 10 millions d'euros ou 2,5% du chiffre d'affaires annuel mondial total en prenant la plus forte. Du coup, là, c'est le moment où tout le monde va se réveiller et va dire qu'il est plutôt Dora, puisque là, on n'a pas d'amende, donc vous n'allez pas devoir faire des chèques. La plus grosse sanction, en revanche, pour les entités du secteur, ce sera la suspension des agréments, puisque que ce soit l'AMF ou toute autre autorité de contrôle qui vous délivre un agrément d'exercice. Donc, si vous manquez à ces obligations-là, donc vous ne pourrez plus exercer pendant une certaine période vos activités. À côté de cette suspension d'agrément, donc on aura des amendes administratives qui seront dans le montant où la nature sera définie à discrétion par les États membres. Donc pour le moment, pas de 10 millions de chiffres, 10 millions d'amendes. Voilà, il n'y a pas de vrai marketing de la peur pour Dora. Donc voilà, j'espère que j'aurai réussi à vous convaincre. À côté, il y a la responsabilité du dirigeant, puisque c'est la personne qui est responsable de la mise en conformité de son entité aux obligations. Et enfin, cette sanction qui est un petit peu plus douce, c'est la régulation par coup de projecteur, donc qu'on appelle dans le droit de la régulation la Sunshine Regulation, qui consiste à vous afficher publiquement, en fait, sur la place publique, dire vous avez manqué à vos obligations. Donc on le voit notamment avec la CNIL, qui, dès lors qu'elle sanctionne des sociétés comme Amazon, Google, va dire voilà, telle entité a manqué à son obligation, elle aura un montant d'amende équivalent à X millions d'euros d'amende, et également avec des injonctions qui devront être respectées par la suite. Alors, maintenant qu'on a parlé de tout le contexte autour, parlons un petit peu de ce qu'il y a dans ces textes. Côté Nice 2, excusez-moi, le chemin est long et sinueux, donc j'ai pas pu le représenter autrement. On voit bien en tout cas qu'on parle de sécurité de l'information. On n'est plus sur la sécurité informatique ou quoi que ce soit, c'est la sécurité de l'information. On peut le voir notamment avec la prise en compte de la sécurité des ressources humaines, du contrôle d'accès physique. Voilà, donc beaucoup de choses. Ces choses ne sont pas inconnues. Dans le domaine, on se rapproche quand même beaucoup des standards en la matière, comme une ISO 27001. Il n'y a pas de grosses surprises, il n'y a pas de grosses révélations, en tout cas à l'heure actuelle. Normalement, il ne devrait pas y avoir lieu d'en avoir. Mais l'objectif est d'arriver vraiment tout au fond. L'objectif est d'arriver à la résilience, à la continuité d'activité. On vous donne juste le chemin pour y arriver. Donc, y faire l'inventaire, bien sûr, parce qu'on ne peut pas savoir quoi protéger si on ne sait pas ce qu'on a. Poser autour de tous vos outils, toutes vos mesures de sécurité, un cadre de gouvernance pour vraiment planifier la réponse à incident, la réponse à la crise et à toutes les menaces d'origine cyber. C'est vraiment l'objectif de ces textes et la teneur. Hein. Donc, finalité n'est pas que la vérification de l'efficacité, c'est vraiment la partie crise et réponse à incident. L'objectif de vous rendre résilient. Effectivement, donc pour Dora, ce sera la même chose, vous rendre résilient. Le chemin est cependant beaucoup moins sinueux, avec beaucoup moins d'étapes. Dora se fonde sur 5 piliers: la gestion des risques liés au service TIC, la gestion des risques liés aux prestataires, qui est très importante, la gestion, la classification, la notification de ces incidents liés au TIC, les dispositifs de partage d'informations et enfin les tests de résilience que vous devrez effectuer au cours de l'année. Donc pour les trois parties de gestion, donc tout ce qui est les incidents, les risques et les prestataires, les différents RTS et ITS, donc les lots dont je vous parlais précédemment, ont abordé ces 3 points. Donc l'objectif principal, c'est de mettre en place un véritable cadre de gouvernance, voilà, donc c'est-à-dire tout un ensemble de processus, de politiques, même recourir à certains outils si vous en avez besoin, et une revue de vos contrats avec vos prestataires, puisque on doit assurer sa sortie, donc avoir une véritable stratégie de sortie des contrats, mais aussi avoir des clauses qui sont rédigées de manière à ce qu'elles puissent vous apporter des garanties, donc que ce soit la réversibilité, reprendre vos données, pouvoir changer de prestataire sans avoir une dépendance informatique ou bien une concentration chez un seul prestataire.
Pour les deux autres piliers, le dispositif de partage d'informations et les tests de résilience, pour le moment, ils ne sont pas abordés clairement dans ces RTS et ITS, mais l'objectif, donc avec le dispositif de partage d'informations, c'est de permettre au secteur financier, tout comme les autres secteurs concernés par la cybersécurité, d'avoir de véritables clusters d'experts ou non pouvant partager leur retour d'expérience. Donc typiquement, c'est pouvoir librement et publiquement dire on a été attaqué, comment est-ce qu'on a résolu cette attaque, quels moyens est-ce qu'on a utilisé et finalement la suite des événements pour rendre le secteur de plus en plus résilient et qu'on ait des véritables groupes d'échange à l'échelle nationale et enfin à l'échelle européenne. Et c'est la même conclusion pour la NIS 2, du coup, puisque le partage et toutes les mesures qui vont vous être vues imposer, notamment pour remonter vos incidents à des organismes, c'est vraiment à la visée de créer un vrai écosystème qui vous sera aussi redescendu dans le partage des informations. Donc c'est le souhait de l'ANSSI, notamment, sur ces directives. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation. On peut les applaudir. Et merci beaucoup pour le dynamisme, le duo là, interactif. C'est très agréable de vous écouter sur des sujets qui sont pas forcément évidents. Alors, quelles sont les questions de la salle sur ces deux dimensions, monsieur au premier rang? Oui, les contraintes chez Dora pour vis-à-vis du prestataire, la mise à plat des contrats, la possibilité de réversibilité, être indépendant vis-à-vis du prestataire. Est-ce que sur NIS 2, la situation est identique? Parce que ça peut remettre en cause les relations entre tous les prestataires numériques et leurs clients. Oui, tout à fait. C'est une partie donc, de la NIS 2 et une des mesures qui va être mise en œuvre, c'est d'intégrer des clauses de sécurité dans les contrats avec les services tiers. Donc, on va parler de fournisseurs, etc. Mais on va aussi parler de sous-traitants, de prestataires, de partenaires, ce qui impliquera de fait un ruissellement en fait, des exigences de sécurité qui seront imposées à des grands groupes, à des entités plus petites ou moins matures qui ne sont pas forcément concernées par cette directive. Une autre question, un prestataire d'une entité financière est-il dépendant de Dora ou uniquement sans doute à l'origine de NIS 2? Côté NIS 2, il sera en effet donc, dépendant au titre du partage des responsabilités en termes de sécurité. Et pour Dora également, puisque du coup il y a un véritable devoir d'assistance du prestataire envers son client, donc l'entité financière. Donc il faudra également communiquer un certain nombre de documents. Donc beaucoup des participants qui pensaient ne pas être concernés, s'ils travaillent avec une société du secteur finance, pourraient être donc concernés par Dora. On leur posera la question directement ensuite. Alors, une deuxième question, ou une troisième question plus exactement, dans la salle. Ah, madame au fond de la salle. Est-ce que c'est le même périmètre d'application pour les deux textes, du coup Alors pour Dora, le périmètre c'est tout simple, ce sont uniquement les fonctions critiques ou importantes. Donc pareil, c'est un petit peu barbare comme mot, mais c'est uniquement les fonctions qui, au sein de l'entité, sont identifiées comme vraiment très importantes et très structurantes pour la continuité des activités. Typiquement, un service, si sa durée d'interruption maximale est de moindre importance qu'un autre, donc ce ne sera pas forcément une fonction critique ou importante. Pour le coup, côté NIS 2, c'est très simple, c'est l'ensemble de la société, l'ensemble des SI. Voilà. Sauf si on peut prouver et vraiment avérer que le SI est complètement dissocié des activités portant sur les activités critiques, ce qui est quand même assez compliqué à mettre en œuvre aujourd'hui, d'avoir des SI complètement dissociés. Donc c'est l'ensemble de la structure. Une autre question. Monsieur, au fond, sujet qui vous passionne, je vois. Beaucoup de questions. Oui, bonjour. Est-ce qu'une société certifiée ISO 27001
couvre par cette certification les directives et les devoirs qu'elle aura à remplir pour couvrir du NIS 2 ou du DORA. Parlez bien près du micro. Vous avez entendu la... Voilà, c'est l'ISO 27001 versus NIS 2 et cette nouvelle réglementation de DORA. Alors, il est un peu trop tôt pour le dire à l'heure actuelle, puisque la transposition est prévue donc au 18 octobre 2024. Cependant, ouais, tout nous laisse à penser qu'on se rapproche vraiment d'une 27001. Après, ça va dépendre du périmètre, puisque l'ISO 27001, on peut très bien choisir de faire certifier un aquarium et dire qu'on est certifié sur le périmètre de l'aquarium ISO 27001. C'est entièrement faisable. Donc, si le périmètre est l'ensemble de la structure, dans ces cas-là, on pourra couvrir. Voilà, tout dépend du périmètre choisi pour la certification. Monsieur devant, je crois que vous aviez une question. Vous êtes sur votre téléphone maintenant, mais non. Vous aviez une question, non? J'ai cru que vous aviez levé la main. Non, moi j'en ai une dernière, c'est sur l'international. Je suis peut-être un des rares dans la salle à avoir ça. Donc, sur la réglementation NIS 2 et sa déclinaison dans les différents pays. Et comment est-ce que... C'était facile sur le slide, il n'y avait que l'ANSSI qui était l'autorité de régulation. Pour un franco-français, c'est facile, mais voilà. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Alors, vu que c'est des transpositions en loi de chaque pays, chaque pays aura normalement sa transposition. Aujourd'hui, en Belgique, par exemple, c'est déjà déployé. Voilà, ils ont déjà sorti la loi, etc. Par contre, c'est censé assez se rapprocher puisqu'on sort de la même directive. L'article 21, normalement, de la directive européenne impose des cadres. Les moyens de conformité, ça, ce sera au bon vouloir des pays. Donc, on n'a pas toutes les infos aujourd'hui. Je voulais poser une question sur la responsabilité des dirigeants. Si j'ai été suffisamment attentif, je l'ai vu cité pour DORA, pas pour NIS 2. Est-ce que la situation est la même au cas d'infraction? Est-ce que le dirigeant est concerné aussi pour NIS 2? Et sous question, est-ce qu'on entend par dirigeant le responsable de l'entreprise au sens juridique du terme, ou un cadre responsable du SI et autres, ou qui serait au DPO, qui aurait été en charge, ou au RSSI, de cette activité, et dont on pourra incriminer la responsabilité? Aujourd'hui, il est encore un peu tôt pour le dire, puisque on ne l'a pas à la directive, vraiment, on sait qu'il va y avoir des sanctions, et des sanctions ont été clairement établies dans l'ensemble de la directive. Seulement, la transposition nous dira vraiment le détail de qui sera sanctionné. Allez, dernière question, monsieur au milieu de la salle. Merci Charlotte pour la présentation. NIS 2, on parle d'exigences, de mise en conformité, etc. Qui va nous aider? Non, je parle pas pour nous accompagner, pour nous mettre en conformité, si vous voyez ce que je veux dire. Non, l'ANSSI a prévu normalement d'accompagner les structures, notamment parce que ça va être des structures qui n'ont jamais été réglementées. Donc pour des grands groupes, ça peut apparaître facile potentiellement, mais pour des structures qui sont, ne serait-ce qu'on prend supérieur à 50 employés qui n'ont jamais été concernés par ce genre de situation, ça peut être très compliqué. Donc l'ANSSI a prévu d'accompagner, on ne sait pas encore par quel biais, ils n'ont pas encore d'ailleurs tout mis en place, d'où le temps aussi qu'ils se donnent des 3 ans d'application, parce qu'ils n'ont pas encore mis en place l'ensemble des moyens de communication. Ils mettent déjà en place des outils pour savoir si vous êtes concerné, etc. Parce que le principe, ce sera de s'auto-désigner auprès de l'ANSSI. Donc on attend de voir ce qu'ils proposent en termes d'accompagnement et de mise en place d'outils pour accompagner chaque entité à la mise en conformité. Et par la même occasion, j'appelle maintenant Mathias Julien à me rejoindre sur scène. Bonjour Mathias. Vous êtes... alors, est-ce que votre micro fonctionne? Oui, ça a l'air. Vous êtes directeur audit et conseil chez Ciblex Consulting. Vous êtes un expert en cybersécurité et en sûreté, avec plus de 25 années cumulées d'expérience dans plein de secteurs, si j'ai bien compris. La défense, la sécurité, l'aéronautique, l'espace, transport, l'énergie, la santé bancaire. Qu'est-ce que vous voudriez nous partager en conclusion de cette table ronde? Cette conférence, plus exactement. Merci Stéphane. Merci aussi à Tara et à Charlotte qui nous ont mis un coup de projecteur sur ces 2 lois, parmi tant d'autres qui sont arrivées. En préparation de cet événement, Jean m'avait demandé d'essayer de prendre de la hauteur, on va dire, sur cette problématique des lois et comment nous, les entreprises, on peut arriver à faire des choses en avance de phase
qui soit cost-effectif d'une certaine façon. Et la question sur l'ISO 27000 me paraît tout à fait dans cette logique-là. Donc en quelques mots, pour revenir sur les lois, comme disait, j'aime bien l'expression de Tara en préparation de cette conférence, c'est la fabrique à loi est lancée et elle tourne à plein régime en ce qui concerne la cybersécurité. Vous savez qu'on a vu NIS 2, on a vu DORA, on a vu REC, il y a aussi CRA pour les objets connectés, il y a l'IA Act pour l'intelligence artificielle, il y a la partie S dans l'aéronautique, etc., etc. On a aussi de la soft law, beaucoup d'évolutions dans la soft law, tous les standards, tout ce qu'on est appelé les référentiels qu'on va retrouver dans les appels d'offres, comme par exemple le référentiel TISAX dans l'automobile qui a été rendu obligatoire en Allemagne, il est en train de se déployer en France, des exigences de cybersécurité qui sont rentrées dans l'EN 9100 qui est en gros la certification qualité des constructeurs aéronautiques. On a aussi par exemple le référentiel CMMC qui est indispensable, dont il est indispensable de prouver la conformité si on veut travailler avec le département de la défense américain. Bref, on a toute une série d'obligations qui sont en train d'arriver concernant la cybersécurité. Donc la première question qui se pose, c'est est-ce qu'elle nous concerne? On l'a bien vu avec les questions de Stéphane et l'évolution des réponses en juste quelques informations supplémentaires. Donc ça, c'est un premier point. Donc est-ce que ça nous concerne? Et puis vers quoi on veut aller? Et quand est-ce qu'on peut commencer à les préparer? Et qu'est-ce qu'on peut faire en avance de phase? Le temps que les lois sèchent, si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de lois. Elles sont très récentes, donc pas très matures. Elles vont probablement avoir la même période de rodage que le RGPD chez nous en France, donc de 5 à 8 ans quelque part, sur les moyens de conformité. Et voilà. Pardon. Et ces moyens de conformité qui seront utilisés par les contrôleurs pour venir évaluer la conformité de nos entreprises. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Charlotte, avec l'intervention de M. Strubel, on va pour le cas de NIS 2, on va avoir un petit temps de probation quelque part, c'est 3 ans. Mais ça n'est pas du tout annoncé dans le cadre de DORA. DORA, c'est janvier 2025 et on attend encore des précisions sur de nombreux points. Donc le secteur financier et les prestataires des secteurs financiers sont en attente. Je cite pour l'exemple et pour que vous le sachiez, nous avons une entreprise avec laquelle nous avons fait le baromètre de la cyber cette année, pour lesquelles elle est éligible aux 2 lois. Donc à Poste, par le fait qu'elle est prestataire sur des flux financiers et aussi par le fait qu'elle ait des activités critiques et importantes, elle va devoir gérer la conformité aux 2 lois, qui se ressemblent mais qui sont différentes. Donc heureusement pour nous, elles ont des points communs, ces lois. Je vais en citer juste quelques-uns pour que vous puissiez avoir des orientations sur ce qui va beaucoup changer. Et je suis, bien qu'on parle souvent révolution par révolution, je ne suis pas du tout dans cette logique-là, mais je pense quand même que vraiment la cybersécurité et la place de la cybersécurité va changer dans nos entreprises. Donc le premier point, c'est qu'elles convergent toutes vers le fait de placer la cybersécurité au niveau des comités exécutifs des entreprises, qui est responsabilité des dirigeants ou pas. La décision, pour la majorité des lois, est portée au niveau du COMEX. Donc ça, c'est un premier élément de tridimensionnement. Le deuxième élément, on en a l'habitude, ça fait un petit peu blabla, mais malgré tout, c'est très important, c'est le développement de la culture cybersécurité dans les entreprises. Ce qu'on n'avait pas auparavant, et tous les RSSI qui, comme moi et comme plein d'autres, s'évertuent à convaincre des bienfaits de la cybersécurité depuis des années, vont avoir pour une fois un gros nudge, finalement, qui va les aider à se faire entendre. Ensuite, le troisième point le plus marquant pour moi, c'est le passage d'une posture de défense, où on défendait nos SI, à une posture de résilience. Ça, c'est très nouveau. Comme l'a dit Stéphane, ça fait quand même un petit longtemps que je traîne dans ce type d'activité. Et là, on a vraiment une approche qui est nouvelle pour moi. Ça peut paraître du blabla, de la politique, un effet d'annonce, mais ceci dit, quand on commence à y réfléchir, c'est un peu différent. Moi, je vais faire une comparaison avec la vie réelle. C'est un petit peu comme à l'approche de l'hiver, quand plutôt que d'éviter d'avoir un rhume, je vais commencer à prendre des minéraux, à prendre des vitamines, à m'alimenter correctement, à dormir un peu mieux et à préparer finalement mon corps à mieux supporter le rhume. Parce qu'il est très probable finalement que dans l'hiver prochain, j'ai un rhume. Et je pense que ça va être l'état d'esprit qui va venir maintenant dans la cybersécurité des entreprises. Donc ça, concrètement, ça va induire ou au moins inciter des obligations ou des incitations donc à développer des capacités. La capacité d'anticipation, donc l'analyse des menaces, l'analyse des risques. Ce qu'on faisait pas ou peu ou dans assez peu d'entreprises jusqu'à présent. Par rapport à l'ensemble des entreprises concernées, par exemple par une loi de type NIS 2. La surveillance des SI.
On est ici dans le Meetup d'IMS. La surveillance devient un point focal et central et nécessaire dans la gestion du SI, que ce soit pour sa cybersécurité ou que ce soit pour son fonctionnement d'un point de vue général. La contingence des attaques et de leurs effets. Être capable de faire du containment comme on avait quelques années auparavant, plus que de la résolution immédiate. Et bien entendu, la continuité d'activité ou le rétablissement si le choc est trop fort. Donc ça, ce sont des piliers qu'on va développer. Les lois vont nous inciter à développer, qu'on n'avait pas forcément avant, où on essayait, plutôt que de faire de la défense en profondeur, et de laisser l'ennemi dehors, comme le souhaitait Vauban, dans cette logique-là de défense. Donc elles ont des points communs, mais elles ont beaucoup de différences. Beaucoup de différences. La simple question qui a été posée sur le périmètre du SI concerné, entre tout votre SI sur lequel vous avez appliqué les exigences, ou juste les SI qui font par exemple des moyens de paiement ou autres, ou qui sont concernés, j'imagine que le contrôleur de gestion préférera la deuxième version où c'est réduit à un SI qui est limité. Donc ça va être très différent. Et donc on ne peut pas non plus prendre l'exemple par exemple d'un DORA pour préparer factuellement l'arrivée de NIS 2 qui est quelques mois après, même si la date d'application est repoussée pour l'instant, ou en tout cas est tenue un peu inconnue. Donc aujourd'hui, finalement, on peut être sûr de rien. On a des orientations, on a des échéances, donc on sait qu'on va devoir se mettre en conformité, mais on ne sait pas très bien justifier nos investissements, vos investissements. Donc, pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit par M. Koenig auparavant, en tout cas l'état d'esprit, je vais dire que pour moi, il est urgent de prendre son temps. Donc on ne va pas prendre des décisions hâtives, on va essayer de mettre beaucoup de bon sens dans nos décisions et dans nos lignes d'action sur le sujet cybersécurité. Le premier élément, c'est qu'il faut partir à temps, comme dans la fable de La Fontaine. Il vaut mieux partir à temps que préparer un rush d'ici quelques mois, parce qu'on n'arrivera pas à le faire. Vu les types de demandes qu'on retrouve un peu partout, les piliers DORA ou autres, on n'arrivera pas, en rédigeant 3 procédures, à se mettre en conformité. Ça, c'est le premier élément. Il faut réfléchir en amont, ça c'est très important, parce que l'objectif, ça va être de cadrer nos processus, plus que d'acheter des outils en tant que tels. La finalité, c'est de cadrer les processus. Donc les outils viendront après, les moyens viendront après. Comme l'IA il a été rappelé ce matin que l'IA est un outil, ne doit pas remplacer le cahier des charges que l'humain va mettre en place. Et donc ces trois éléments sont très très forts. Du coup, en feuille de route très pratique, ce que nous recommandons du côté Cibex Consulting, c'est de lancer une veille active dès maintenant sur les lois qui vous sont applicables, sur les contraintes que vous avez à prendre en compte. Le deuxième élément très important, c'est de provisionner les budgets pour pouvoir faire les changements qui arriveront. Pas forcément de les lancer immédiatement, mais en tout cas de les provisionner. Et ensuite, initier et formaliser une stratégie numérique de résilience. Comme c'est évoqué dans le cadre de DORA, il paraît important et cohérent avec le positionnement de la cybersécurité au niveau du COMEX de l'entreprise de commencer à élaborer des stratégies. Je ne vous parle pas d'un plan de continuité d'activité où on va dire quand il y a un problème, comment est-ce qu'on se relève. Là, on parle de stratégie au même titre que la stratégie d'entreprise qui va aligner finalement dans le temps, dans la ligne temporelle, les besoins et les contraintes que vous allez devoir satisfaire, les moyens et les mesures de sécurité que vous allez mettre en place, mais progressivement. Parce que vous n'allez pas tout faire pour janvier 2025 si vous êtes DORA, pour octobre 2025 si jamais NIS 2 c'est 2025, etc., etc. Donc cette stratégie numérique d'entreprise, elle va vous permettre de rationaliser finalement vos investissements, les planifier dans le temps et de pouvoir justifier d'un niveau de résilience attendu par rapport à d'éventuels contrôles qui arriveront plus tard. Et de façon très concrète, ce document, puisqu'on va le formaliser en document, pourra être objecté aux contrôleurs des lois en 2025, il va y avoir un bon nombre de contrôles s'ils arrivent à doter toutes leurs entités ou toutes leurs autorités, pourront objecter, sachant que dans l'immaturité des lois, le législateur il va attendre un engagement de moyens plus qu'un engagement de résultats, exactement comme on a connu dans le RGPD. Donc je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne fin de journée de Meetup. Merci beaucoup Mathias.